Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur la tarification des services publics. Les retardataires se connecteront au fur et à mesure de la présentation. Je me présente donc Gauthier Rogelin, je suis directeur associé du cabinet SPIA et notamment sur cette thématique de la tarification des services publics. Alors aujourd'hui, on va discuter justement de la stratégie pour financer le service public, en essayant de mettre en perspective des retours d'expérience et les constats récents, puisque la Cour des comptes et certaines chambres régionales des comptes ont publié le 14 avril dernier un rapport sur la tarification des services publics locaux. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de dépasser le diagnostic, de partager des repères concrets pour construire une stratégie de définition d'une politique tarifaire qui soit tant soutenable et adaptée à chaque territoire, parce que j'ai vu que dans les participants, il y avait des structures très différentes, parce qu'on a le niveau communal, intercommunal, département, région, voire des structures, des établissements publics, qu'on a différentes, les UVNF et autres. Donc on va avoir des logiques qui sont très différentes par rapport aux compétences qui sont exercées, des logiques qui vont être également très différentes en fonction des secteurs et des collectivités. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager ces repères et croiser un peu les enseignements tant de la Cour des comptes que des retours d'expérience Espelia pour pouvoir les voir. Même si vous pouvez également intervenir, les retours d'expérience de vos collectivités. Le webinaire est calé sur une durée maximum d'1 h 30. Il y a à peu près 50 minutes, 1 heure de présentation, et ensuite on pourra passer sur des questions. Alors, au regard du nombre de participants, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez envoyer dans une option questions-réponses, vous pouvez poser vos questions en direct. C'est tout en haut, ouvrir les questions-réponses, les Q et R. Vous pouvez poser vos questions. On a un modérateur qui est Martin, qui consolidera toutes les questions et on évoquera les réponses à toutes les questions à la fin de la présentation. Alors, avant de commencer, sur se présenter. Donc, le groupe Espelia, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a fêté nos 30 ans cette année. On a été créé par 2 associations d'élus, les FNCCR et l'Association des maires de France, pour justement contribuer à l'amélioration de la performance publique et servir l'intérêt général. On a à peu près 220 collaborateurs actuellement, et dont plus d'une trentaine dédiés sur les sujets financiers, sur finances publiques, finances privées, sur la partie tarification. Voilà, et on intervient sur à peu près tous les secteurs, sur tous les services publics des acteurs publics. Pas aller plus loin que ça, en tout cas, vous aurez la diapo pour si jamais vous voulez renseignements. Aujourd'hui, on va être 5 animateurs. Je vais passer la parole au fur et à mesure. Je suis déjà présenté. Il y aura également Magali Juillet qui interviendra avec nous. Donc, c'est une experte financière sur la gestion des services publics, principalement sur les sujets sport, toutes les activités sportives, sur les activités de loisirs, mais également sur des thématiques un peu très différentes du funéraire. Marjorie Léonard interviendra également sur tout ce qui est service à la population, donc qui vont sur la petite enfance, jeunesse, l'action sociale, les personnes âgées, la restauration, bref, des thématiques très 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 larges, mais à chaque fois avec une question sur la tarification des services publics. Pierre Sariot, qui est le directeur du pôle études de ressources consultants finance, intervient et accompagne au quotidien les collectivités dans la gestion budgétaire des collectivités, et intervient également sur des prospectives tarifaires de divers services publics. Et Adrien Palayan, qui est un expert financier qui interviendra, qui est responsable d'Espelia Finance et qui intervient également régulièrement sur les aspects tarifaires. Donc, on va prendre la parole au fur et à mesure. Je vais faire un petit cadrage général. Alors, quand on parle des tarifs, de la tarification des services publics, de quoi parle-t-on?
Le tarif, par opposition à l'impôt, c'est vraiment une redevance à verser par l'usager en contrepartie d'un service rendu. C'est la définition juridique de cette tarif, la notion de tarif. On doit absolument avoir une logique de financement du service par l'usager, c'est-à-dire c'est vraiment en opposition par rapport à l'impôt. L'impôt, enfin le contribuable paye l'impôt, il ne bénéficie pas forcément du service. Or, quand on parle de tarification des services publics, on a bien une logique de service rendu et de financement par l'usager du service. Alors, toujours par opposition à l'impôt, on va dire tout est défini par le législateur. Quand on parle de tarification, la main est vraiment aux collectivités locales. On voit bien qu'il y a eu de nombreuses réformes fiscales qui ont contraint l'autonomie fiscale des collectivités sur la partie, enfin vraiment décision, pouvoir de taux et gestion de la base fiscale. Là, sur la partie tarification, les collectivités ont encore largement des marges de manœuvre et peuvent librement, dans un certain cadre, définir le tarif. Il n'y a que 3 conditions cumulatives à respecter pour pouvoir fixer le tarif. Adrien, je veux bien que tu passes. Merci. Comme on le disait, les tarifs sont payés par les usagers qui bénéficient du service rendu. Donc, le tarif ne doit être qu'à la charge des usagers du service en question. La deuxième condition des tarifs, c'est que le tarif ne peut pas avoir pour but de financer le service au-delà du coût du service. On doit être au maximum sur une couverture des charges du service ou un petit peu moins, c'est quand même souvent le cas. Enfin, ça dépendra des services, on le verra. Et en tout cas, il doit y avoir une contrepartie directe des prestations fournies par le service. Alors, dans les services publics qui sont financés avec des tarifs, on va avoir 2 grandes catégories de services. Les services publics administratifs, principalement sont des services où il n'y a pas forcément de mise en concurrence par rapport à des prestations qui pourraient être assurées par des entreprises privées. Dans ce cas-là, la tarification est facultative, il n'y a pas d'obligation d'équilibre du budget. À l'opposé, on a les services publics industriels et commerciaux, les SPIC, où là, on va dire que la tarification du service public doit couvrir l'ensemble des charges et il y a un principe d'équilibre financier en recettes et en dépenses. Il y a toujours des dérogations, bien sûr, mais en tout cas, c'est les grands principes. Et les collectivités qui organisent ces services publics, enfin, collectivités, établissements publics qui organisent ces services publics, sont compétents pour fixer les tarifs assez librement, quel que soit le mode de gestion, pour pouvoir financer le service. Alors, la tarification des services publics représente une part qui est très différente en fonction du service public qui est concerné. À l'échelle nationale, les recettes tarifaires représentent à peu près 40 milliards d'euros de recettes en 2024. C'est 1,3% du PIB, selon la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes d'avril. Donc, c'est quand même des recettes qui sont très importantes. Mais à l'échelle de chaque service, on va avoir des services publics comme l'eau, l'assainissement, qui sont des services publics dits industriels et commerciaux, et donc qui doivent s'équilibrer totalement par le tarif. Donc c'est pour ça que 100% des charges de ces services-là sont financés par des tarifs. On va avoir des services où on va avoir un financement partiel par la tarification, ce qui est le cas des cantines scolaires, des transports scolaires ou des transports ferroviaires. On va également avoir des services qui sont encore un peu plus mixtes. L'exemple, c'est les transports collectifs urbains, où on va avoir 3 types de financement, des tarifs, des subventions du budget des collectivités et un impôt, notamment le versement mobilité. Et parfois, on va avoir justement des services qui, en fonction du mode de financement, n'auront pas du tout, auront beaucoup de tarification des services publics, comme le service des déchets. Le service des déchets, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, peuvent être financés soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et en fonction des cas, on n'est plus sur des questions fiscales que sur des questions
de tarification des services publics. Pierre, je te laisse la parole pour la suite. Merci Gauthier, je prends la suite. Effectivement, quelques observations, quelques prolongements d'observations un peu macro sur ce que représente alors une part du financement. Si on laisse de côté la tarification des SPIC, par exemple l'eau, l'assainissement, voire les budgets déchets, et qu'on se concentre sur ce qui est financé ou finançable par le budget général des communes, soit directement parce que c'est un service qui relève du budget général, soit par le biais de subventions d'équilibre, comme ça peut être le cas pour des budgets mobilité ou des budgets transport qui sont subventionnés par les collectivités. Qu'est-ce que représente aujourd'hui dans les budgets généraux toute la tarification des services, notamment de restauration scolaire, de périscolaire et divers services rendus par les communes dans leurs budgets généraux. Vous avez un graphique ici qui décompose dans les 15 strates démographiques de communes la structure des produits de fonctionnement avec une montée en puissance du niveau des produits par habitant en fonction de la taille de la commune et de la strate démographique. Et c'est pour se fixer une idée, aujourd'hui, vous voyez que c'est le petit bloc rouge en bas dans le graphique pour les communes de moins de 500 habitants sur un total de produits de fonctionnement par habitant de 916 € par habitant. La tarification perçue directement par les communes, produits de tarification au sens large, c'est-à-dire le chapitre budgétaire 70 dans lequel on trouve majoritairement des produits de tarification, c'est 74 € par habitant. On voit que ça monte en fonction de la taille de la commune, mais en pourcentage, structurellement, on n'a pas remis le graphique structurel, mais si vous faites un petit calcul, on est entre 7 et 8%. C'est-à-dire aujourd'hui, les produits de la tarification dans les budgets généraux des communes, dans lesquels on va trouver également les autres recettes qui sont la dotation globale de fonctionnement et les transferts de l'État, les ressources fiscales, le produit qui sont les premières ressources des collectivités. Aujourd'hui, les produits de la tarification représentent 7 à 8% des produits de fonctionnement des collectivités. Lorsqu'on fait ce calcul-là aussi au niveau des EPCI, on n'est pas très très loin de cette proportion de 7 à 8% aussi. Ce qui est à noter, si on fait quelques observations rétrospectives, c'est que c'est une recette qui connaît une meilleure dynamique. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, en base 100 en 2013. Alors 2013, pourquoi 2013? Parce que c'est après 2013 qu'on commençait à la fois les refontes fiscales récentes depuis 2021, mais aussi la mise à contribution des collectivités au redressement des finances publiques. Et la courbe rouge montre l'évolution en base 100 du produit de la tarification, des produits de la tarification. Et la courbe verte représente en base 100, là aussi en 2013, la dynamique de l'ensemble des produits de fonctionnement. On voit que la dynamique est supérieure, donc ce sont des produits qui ont tendance à progresser un peu plus rapidement que le reste des autres produits et qui du coup nous conduit à une importance croissante. Si on fait un résumé de la situation, une importance croissante dans les budgets communaux. Et en termes de composition, là, on a raisonné sur un échantillon de communes à l'échelle du Grand Ouest, le social, la tarification qui relève du social et du périscolaire, donc y compris la restauration scolaire, ça représente 46% de ces produits-là. La tarification en matière de loisirs et de sport, 7%, la culture, 4%, le funéraire, 2%. Ensuite, vous avez une partie qui n'est pas de la tarification dans ce chapitre budgétaire, mais qui représente un peu moins d'un cinquième, ce sont des remboursements de charges, soit par des tiers, soit par l'intercommunalité d'appartenance, c'est divers et varié, soit par les CCAS. Et puis, vous avez les produits du stationnement et les redevances d'occupation du domaine public qui peuvent relever aussi d'une démarche de tarification qui représente à peu près 16%. Voilà ce qu'on trouve dans les budgets communaux. Alors, on a parlé de la dynamique un peu plus rapide de ces produits et leur poids un peu croissant, même s'ils sont, voilà, on est passé progressivement de 7 à 8%, on n'est pas sur une évolution et un renversement de la structure des produits de fonctionnement des collectivités, mais se pose aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît justement depuis 2013, se pose la question du financement mixte des services publics, c'est-à-dire que lorsque les collectivités avaient des moyens avant les
différentes refontes fiscales et avant la mise à contribution au redressement des finances publiques, la question de la mutualisation par le biais du recours à l'impôt, par le biais du financement sur la masse globale des impôts perçus par les collectivités, pouvait se poser avec quelquefois une réponse que on pouvait avoir le pied plutôt léger sur le niveau de la tarification compte tenu des ressources dont on disposait, mais cette problématique du financement mixte se pose avec une nouvelle acuité à cause d'un certain nombre de phénomènes encore relativement récents. D'abord, le premier, les ponctions dont on a parlé sur les transferts de l'État au titre du redressement des finances publiques. Donc, ça a été la première contribution au redressement des finances publiques de 2014 à 2017. Déjà à l'époque, lorsqu'elle est apparue, les questionnements dans les perspectives financières s'interrogeaient sur quelle stratégie tarifaire, est-ce qu'on ne doit pas l'adapter pour essayer de couvrir une part croissante du coût du service, avec toutes les questions qui seront abordées par la suite sur la stratégie et la mise en œuvre de cette stratégie tarifaire. Et puis, n'oublions pas la contribution au redressement des finances publiques récente de 2025-2026. On était sur 11 milliards de prélèvements sur la première, on atteint près de 5 milliards en 2 ans sur la seconde, qui n'est pas sans doute terminée. Donc je passe les différentes mesures, vous les retrouvez dans le support. Le deuxième point qu'a déjà évoqué Gauthier, c'est la diminution de l'autonomie fiscale des collectivités. Alors autonomie fiscale au sens de la capacité à mobiliser le levier fiscal, c'est-à-dire sur la base d'une assiette localisée, le fait de pouvoir moduler le niveau d'imposition pour générer des recettes supplémentaires pour financer le service public. Au rythme des différentes refontes fiscales, depuis là, il faut remonter quasiment en 2001 pour les premières refontes, les régions ont perdu progressivement toute la fiscalité directe locale, c'est le cas depuis 15 ans, elles n'en ont plus depuis 2011. Les départements, depuis 2021, n'ont plus de fiscalité directe locale, puisqu'ils ont perdu le foncier bâti en 2021. Et les communes EPCI ont perdu la taxe d'habitation sur les résidences principales et la moitié des produits de CFE, de foncier bâti, sur les locaux industriels, avec à chaque fois une suppression de l'impôt local qui est financée par la mise en place de compensations et de transferts d'impôts d'État, impôts d'État qui ne sont pas localisés et sur lesquels les collectivités n'ont pas la main. Le cas le plus éclatant, c'est le transfert récent depuis 2021 de TVA aux collectivités pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. L'État, en 2017-2018, conservait à son profit 92% du produit de TVA. Maintenant, le ratio est de 46%. C'est-à-dire que le reste a été transféré aux collectivités locales et à la sécurité sociale. Et donc, les collectivités n'ont plus de levier fiscal sur ces sommes-là et sont en plus dans une inquiétude par rapport au fait que l'État, lui, a besoin de rediriger un peu plus de TVA à son propre profit. Et ça a fait partie des mesures discutées dans les dernières finances de tassement ou de diminution de la dynamique de la TVA transférée aux collectivités. Et puis, troisième point, non des moindres, c'est le lien fortement distendu entre le contribuable et le financement des services publics locaux, qui était peut-être un impensé de la refonte fiscale de 2021, avec la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale, qui fait qu'en moyenne nationale, on a à peu près 40% des foyers français qui n'acquittent plus directement l'impôt local, alors même qu'ils continuent de bénéficier de services, d'où aussi l'intégration de cette dimension-là dans la réflexion sur la dimension tarifaire. Ce qu'on payait avant via l'impôt, ça a disparu pour une bonne partie des foyers fiscaux. Donc voilà, pour poser un petit peu le cadre de la réflexion sur une actualité assez récente ou moyennement récente. Alors justement, merci Pierre. Au regard de ces contraintes, c'est vrai que la politique tarifaire doit pouvoir répondre à un certain nombre d'enjeux et il y a des arbitrages assez importants à réaliser au niveau des collectivités. Enfin, je pense que vous en êtes tous conscients. Le premier, c'est quel est le niveau de contribution de l'usager par rapport au financement par le contribuable. On voit bien, il y a des contraintes sur les leviers fiscaux au niveau des collectivités, jusqu'à quel est l'équilibre entre le niveau de contribution soutenable au niveau de l'usager et le financement. Et on voit, peut-être premier retour d'expérience, on le voit bien, par exemple, la métropole de Montpellier, par exemple, a mis en place la gratuité du transport collectif, mais a dû augmenter les impôts juste là en 2026 pour pouvoir compenser et récupérer certaines sommes. Donc on voit bien, c'est des arbitrages de collectivités. Il n'y a aucun jugement
voilà, sur cet exemple-là, mais c'est une bonne illustration, en tout cas, de cet arbitrage que les collectivités doivent réaliser. Il y a également notre arbitrage, c'est entre l'accessibilité sociale et l'équilibre financier du service, puisqu'il y a de moins en moins de financement pour ces services et baisse de subventions également. Donc, il pourrait y avoir un rééquilibrage vers le prix du service public, mais il faut que ces services publics, en tout cas un certain nombre de services publics, restent accessibles, notamment dans le secteur social. Et c'est un arbitrage qui n'est pas que lié à des couleurs politiques, mais qui est vraiment général pour beaucoup de collectivités. Et ensuite, il y a la soutenabilité budgétaire et l'acceptabilité politique, qui est un angle de vue légèrement différent, mais qui nécessite en effet des arbitrages au niveau de chaque collectivité. En plus, comme ça a déjà été indiqué, hein, les marges fiscales sont plus contraintes pour les collectivités pour financer les services. On a une inflation, alors il y a eu un pic d'inflation comment dire, après 2020, 2021, 2022, mais on le voit bien, l'inflation, elle est fluctuante sur les derniers mois, voire les dernières années. Donc c'est vrai qu'il y a plutôt une hausse des coûts d'exploitation et il y a des besoins d'investissement structurants pour pouvoir améliorer les services. Les marges fiscales, voilà, Pierre l'a indiqué, je ne reviens pas dessus. Et il y a aussi les attentes croissantes en matière d'équité sociale et de transition écologique qui peuvent générer. Alors, il y a des attentes des usagers et en même temps, ces attentes peuvent avoir un coût qui doivent être plus ou moins répercutés sur le tarif que payent les usagers. Et ce sont vraiment, encore une fois, des enjeux assez importants que doivent traiter les collectivités. Peut-être Marjorie, je te laisse la main, voilà, pour le panorama des différentes formes de tarification. Merci. Oui, merci Gauthier. Donc, avant de passer un peu plus dans le vif du sujet sur la méthodologie à mettre en place pour une stratégie politique tarifaire, l'idée dans cette partie, c'est de vous faire un panorama rapide des différentes formes de tarification. Alors, les principales, hein, celles que l'on voit le plus souvent au niveau des services publics locaux, c'est-à-dire donc la tarification sociale, puis on présentera la gratuité, la tarification environnementale ou incitative en fonction du terme que l'on emploie. Sur la tarification sociale, donc, le but premier de cette tarification-là, c'est de rendre accessible et équitable le service au plus grand nombre d'usagers. C'est une tarification qui, la plupart du temps, est mise en œuvre en fonction des revenus donc de l'usager, avec différents dispositifs qui peuvent être mis en œuvre en fonction du secteur, de la typologie du service. Celle que l'on voit le plus souvent, c'est la modulation tarifaire. Donc, du plus simple, entre guillemets, le classique tarif réduit en fonction de la catégorie d'usagers. On peut le voir dans des services publics, mais pas que, hein, finalement, sur un tarif réduit pour les moins de 18 ans, pour les seniors, pour les bénéficiaires du RSA ou de l'allocation chômage, par exemple. Et puis, on a deux typologies de tarification alors, un peu plus complexes que l'on voit mises en œuvre. Je pense notamment à la restauration scolaire ou aux accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. C'est la tarification par tranche ou le taux d'effort. Donc là, c'est des tarifications qui sont en fonction donc, des revenus exacts, entre guillemets, des usagers, où on va trouver un tarif plancher, puis un tarif plafond. Et pour le tarif donc par tranche, on va avoir donc une tranche, un tarif, et les tranches vont être définies entre un niveau de revenu minimum et un niveau de revenu maximum. Et donc, on peut créer un certain nombre de tranches comme ceci. Le pendant un peu de cette tarification, c'est qu'on crée des effets de seuil. Hein. Sur le graphique que vous avez à votre droite, c'est la courbe en bleu. On voit bien qu'à 1 euro près, un usager peut se retrouver dans la tranche précédente ou la tranche suivante. Et donc, ça crée des effets de seuil importants. Pour pallier ces effets de seuil et avoir quelque chose de plus équitable,
on a la possibilité d'appliquer un taux d'effort. Ça veut dire qu'on va toujours avoir notre tarif plancher et notre tarif plafond, mais entre ces 2 tarifs-là, on a un taux d'effort qui est unique et appliqué aux revenus des usagers. Le revenu complet ou c'est là qu'on peut aussi retrouver des quotients familiaux, mais je ne me lance pas dans ce détail-là. Et donc, chaque usager contribue au service à un même taux d'effort. Ça veut dire qu'il supporte le même effort par rapport à ses revenus pour accéder au service. Le pendant aussi de cette tarification-là, c'est qu'elle est forcément un petit peu moins lisible. On ne peut pas avoir une grille où un usager, au niveau du taux d'effort, va savoir directement en un coup d'œil combien il va payer le service. On a différents enjeux ou difficultés associées à cette typologie de tarification. Forcément, il faut définir des critères d'éligibilité qui sont définis au niveau de la collectivité ou l'établissement public, qui peut forcément exclure certains usagers ou être moins accepté par d'autres. On a cette notion de équité vs effet de seuil. Et puis forcément, un travail administratif un petit peu plus lourd sur l'identification des bénéficiaires et donc d'avoir les moyens humains, techniques derrière pour récupérer les données, notamment vis-à-vis des revenus et puis des différents changements de situation qu'il peut y avoir au cours de l'utilisation d'un service public. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit quand même de plus en plus de collectivités adopter le taux d'effort, passer d'une tarification par tranche pour celles qui ont une tarification sociale à un taux d'effort pour plus d'équité entre les usagers. Je passe la parole à Adrien. Pardon, on a le temps d'ouvrir le micro. Merci Marjorie. Donc deuxième forme de tarification, d'ailleurs si on peut dire ainsi, dont on voulait parler, c'est la gratuité qu'on observe assez régulièrement, parfois de plus en plus. Et avant d'en parler, je pense qu'il était important peut-être de se dire que voilà, déjà lorsqu'on parle de gratuité, il faut se dire qu'il existe plusieurs formes de gratuité. Donc il n'existe pas une, mais plusieurs gratuités. Il y a certaines collectivités, certaines personnes publiques en fait choisissent une gratuité totale sur le service, et d'autres vont opter pour une gratuité limitée, réservée à certains publics, à certaines périodes, à certains services au sein du service. Voilà. Donc en fait, juste avoir à l'esprit que derrière un même mot, parfois peuvent se cacher des réalités assez différentes. Les objectifs ensuite poursuivis peuvent aussi varier. Pour certaines collectivités, l'objet de la gratuité, il s'agit avant tout d'améliorer l'accessibilité sociale d'un service. Pour d'autres collectivités, l'enjeu il va pouvoir se situer autre part. Il va être par exemple de favoriser la fréquentation ou les volumes consommés, d'encourager certains comportements, par exemple dans les transports, le report de la voiture vers les transports collectifs, ou plus largement de renforcer l'attractivité du territoire. Mais au-delà de ces intentions, la vraie question aussi, ça va être celle des effets réellement observés. Est-ce que la hausse de fréquentation ou des volumes consommés va être durable dans le temps? Je parlais à l'instant des transports, typiquement, et on a pu observer à l'inverse parfois de ce qu'on souhaitait, qu'en fait la mise en place de la gratuité entraînait davantage, ne c'est pas généralisé d'ailleurs, un report modal depuis les piétons, les marcheurs qui empruntent les transports en commun, plutôt que ce qu'on aurait souhaité ceux qui utilisent leur voiture individuelle. Voilà, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en tout cas c'est important de se poser la question après coup. Donc voilà, les réponses elles sont pas toujours évidentes et puis surtout elles vont varier beaucoup selon les territoires et selon les services concernés, mais c'est important aussi de se poser la question avant et après. Enfin, et ça paraît évidemment le point central, il faut s'interroger sur les conséquences économiques du choix de la gratuité. Bien entendu, en premier lieu, la gratuité va entraîner une baisse des recettes, ça c'est certain, et parfois elle va aussi entraîner une hausse des coûts, si en parallèle de ça, la fréquentation ou les volumes consommés augmentent. Par ailleurs, on a aussi d'autres impacts, on ne rentrera pas forcément dans le détail à ce niveau-là, on pourra l'évoquer notamment dans les questions-réponses, mais il y a des impacts importants sur, après, l'assujettissement du service à la TVA, et du coup, le possible remboursement de la TVA payée sur les dépenses d'exploitation et d'investissement du service. Enfin, autre point important, et c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est que gratuité et délégation de services publics ne sont pas incompatibles.
Il existe de nombreux modèles éprouvés avec des mécanismes contractuels adaptés qui permettent de maintenir, et c'est ce qui est important dans la délégation de services publics, la prise de risque de l'exploitant tout en assurant la gratuité pour l'usager. Et enfin, la question qui revient, ça va souvent être est-ce que je préfère opter pour la gratuité pour tous ou concentrer l'effort financier sur certains publics et le préserver pour d'autres au travers notamment d'une tarification sociale dont on vient de parler à l'instant. Voilà, donc évidemment, il n'y a pas de réponse universelle à ça. Ça va être encore une fois, ça va dépendre des objectifs recherchés, des moyens disponibles, des arbitrages que chaque collectivité ou personne publique souhaite assumer. Très rapidement, on a voulu présenter peut-être juste la conséquence là d'un passage en gratuité récent sur la commune de Saint-Denis en Île-de-France, qui a passé en gratuité les cantines scolaires progressivement sur la période 2021-2024, avec une hausse de la fréquentation relativement sensible, avec de 57% à 66% des élèves en 3 rentrées scolaires. Ça reste un constat. Maintenant, derrière aussi se pose la question, comme on l'évoquait tout à l'heure, quels sont aussi les coûts complémentaires associés, quelle est la perte de recettes derrière, comme le disait d'ailleurs très justement Gauthier tout à l'heure, sans aucun jugement de valeur à ce niveau-là. Voilà, donc quelques enjeux liés à la mise en place de la gratuité en synthèse, mesurer la perte de recettes, voire la hausse de charges, possibilité d'avoir des compensations tarifaires qui maintiennent le principe des délégations de services publics, attention aux effets TVA, et puis toujours la question, qui reste un peu le nerf, qui finance in fine le service, parce qu'il y en a bien un qui le finance. Pour terminer le panorama, on va vous parler de la dernière typologie qu'on a voulu présenter, c'est celle de la tarification environnementale, des tarifications environnementales, dont l'objectif est celui d'inciter à la sobriété des usages. On en entend beaucoup parler, principalement dans le domaine de l'eau et des déchets. Donc, dans le domaine de l'eau, ça peut être typiquement ce qui se fait de plus en plus, mais qui n'est pas encore le cas partout, de supprimer en fait les tarifs dégressifs dont bénéficient certains gros consommateurs et inversement de mettre en place des tarifs progressifs, c'est-à-dire qu'il y a un prix unitaire au mètre cube qui augmente avec la quantité de mètres cubes consommés, de manière à inciter les gens à consommer moins. Une autre variante est celle de la tarification saisonnière qui peut permettre également d'appliquer un tarif plus élevé au mètre cube, notamment en saison estivale. Dans le secteur des déchets, on parle de part incitative, donc de la taxe ou de la redevance selon le système qui est adopté par la collectivité et qui peut être fonction de la quantité des déchets, donc ça peut se mesurer au volume, au poids ou au nombre d'enlèvements, et également en fonction de la nature des déchets produits. Par exemple, l'ADEME nous dit que les collectivités qui ont adopté une tarification déchets, donc incitative, réduisent en moyenne d'environ 5% les flux. Alors, les enjeux associés à ce type de tarification, il y a quand même un enjeu socio-économique, donc on en entend parler notamment dans le domaine de l'eau, avec une tarification progressive qui peut s'avérer pénalisante pour les familles nombreuses. Il y a la notion d'acceptation sociale aussi, besoin quand on souhaite le mettre en place, de campagnes de sensibilisation et de communication bien rodées pour faire en sorte que tout le monde comprenne et que ça soit accepté. Ensuite, spécifiquement dans le domaine de l'eau, malgré tout, les suivis montrent que même si le fait d'afficher une tarification progressive, c'est très vertueux, dans la pratique, on se rend compte malgré tout que l'élasticité est relativement faible en fait en matière de consommation en fonction du prix. Un autre gros sujet est celui de l'individualisation des consommations, parce que vous avez encore beaucoup d'immeubles en fait qui n'ont pas de compteur individuel. Et puis, on ne connaît pas forcément très bien aussi la composition donc de chaque foyer consommateur.
Et puis enfin, il y a aussi des questions d'attractivité économique du territoire. C'est souvent, effectivement, quand on met en place la tarification progressive, on va faire le test sur qu'est-ce qu'on fait des très gros consommateurs qui sont, voilà, qui peuvent être des industriels ou des agriculteurs qui sont des acteurs économiques importants sur le territoire. Comment on gère ça politiquement? Dans le domaine des déchets, donc il y a un peu des difficultés assez similaires donc concernant effectivement le type d'habitat, notamment sur les logements collectifs. Comment on fait pour mettre ça en place? Potentiellement, il peut y avoir des coûts importants de mise en place. Et enfin, on entend régulièrement parler d'effets indésirables de type dépôt sauvage dans le cadre de mise en place de tarification incitative sur les déchets. Je vous propose désormais de passer à la partie cœur du webinaire sur la méthodologie de construction d'une stratégie tarifaire. Là, l'idée, c'est pas de vous présenter une façon de faire unique ou de vous présenter des réponses toutes faites sur quelle politique tarifaire appliquer à quel service public, mais plutôt de vous présenter un cheminement, des questions à se poser pour construire une stratégie, un argumentaire qui permet d'aboutir à des scénarios et in fine d'aider à la décision des élus. Pour ça, le fil rouge un petit peu de cette partie, c'est les 4 grandes questions à se poser. Donc la première sur quel principe doit fonder la future politique tarifaire. Forcément, les services, le public, les usages, finalement le périmètre de ma stratégie tarifaire. Et puis, quel diagnostic, quels objectifs pour construire une politique qui soit cohérente. Et enfin, comment on élabore des scénarios d'évolution tarifaire qui soient objectivés, argumentés et clairs. Sur cette première question, donc, quel principe doit fonder la future politique tarifaire? On a coutume de dire qu'il y a 5 grands principes dans une politique tarifaire qui constituent un idéal qui pourra jamais être complètement rempli dans une seule et même politique tarifaire, mais donc l'idée est de trouver un équilibre entre ces 5 principes et en fonction aussi des volontés politiques, qu'est-ce qu'on veut faire passer en premier plan. Donc sur ces 5 grands principes, le premier, c'est la lisibilité pour les usagers. Il faut qu'on ait des tarifs qui soient lisibles assez rapidement, en tout cas que l'usager puisse comprendre facilement quel tarif va lui être appliqué. Avec cette lisibilité, on a aussi cette simplicité de mise en œuvre, là plutôt pour les services de la collectivité. Il faut que quand on facture les usagers, on puisse retrouver des données, une formule de calcul qui puisse être facilement applicable, et le but n'est pas d'ajouter des contraintes supplémentaires au niveau des services. Le troisième, c'est forcément l'acceptabilité par les usagers, d'avoir, en tout cas quand on modifie les tarifs, que l'on puisse avoir une forme d'acceptabilité par les usagers du service. Je pense que le titre parle de lui-même. Un 4e grand principe, on en a parlé, c'est donc le maintien des grands équilibres financiers, sauf choix politique contraire, mais l'idée tout de même quand on mène ce genre d'études, c'est de garantir un niveau de recettes perçues à peu près équivalent, voire même parfois en gagner. Enfin, tout dépend aussi de la volonté première politique de pourquoi je veux modifier mes tarifs. Et puis enfin, garder une forme de souplesse, d'avoir des tarifs qui sont adaptables à la situation des usagers. En tout cas, quand ça a lieu d'être, par exemple, quand on a des tarifs adaptés en fonction du nombre de personnes dans le ménage ou un 2e enfant qui va fréquenter tel service, il faut qu'on puisse avoir une forme de souplesse, que ça puisse être adapté rapidement. Voilà un petit peu les 5 grands principes à garder en tête quand on mène ce genre d'études et tout au long de la stratégie construite qui peut durer un petit peu de temps par moment. La 2e grande question, c'est, alors elle peut couler de source, mais quels services, quel public, quels usages sont concernés par la stratégie tarifaire? En fait,
quel périmètre je souhaite faire évoluer. Est-ce que je veux revoir l'ensemble de mes tarifs pour finalement maximiser un niveau de recette? Est-ce que je veux revoir uniquement mes tarifs sur des services publics auxquels on peut appliquer une tarification sociale pour plus d'équité pour les usagers? Donc, est-ce que je veux revoir l'intégralité de la façon de calculer ma tarification sociale, taux d'effort, les tranches? Est-ce que je veux juste revoir mes tarifs planchers, mes tarifs plafonds? Est-ce qu'il s'agit juste d'un ajustement ponctuel? Par exemple, je n'ai pas finalement, dans ma dernière délibération relative aux tarifs, je n'ai pas choisi d'indexer mes tarifs à l'inflation. Est-ce que, au vu des coûts qui ont augmenté ces dernières années, je fais le choix d'indexer mes tarifs à l'inflation? Et enfin, et pas des moindres, quel calendrier pour cette démarche? On conseille souvent d'ajuster, que des nouveaux tarifs soient effectifs, soit pour une rentrée civile au 1er janvier, soit pour une rentrée scolaire quand c'est plus cohérent, hein, la cantine, l'accueil de loisirs. Et donc, dans ce cas, il y a tout un rétro-planning à mettre en place tout de même pour anticiper l'étude, les différents scénarios, les arbitrages politiques, la délibération, et puis ce temps quand même nécessaire pour communiquer auprès des usagers. Pourquoi pas d'avoir un outil de simulation qui permette aux usagers de s'approprier les nouveaux tarifs pour en permettre aussi l'acceptabilité. Merci Marjorie. Oui, donc troisième question. Voilà, avant même de parler de niveau de tarif ou de grille tarifaire, il est indispensable aussi de revenir à une question qui est beaucoup plus, qui est fondamentale. C'est qu'attend-on réellement de la politique tarifaire? Quels objectifs avons-nous? C'est une étape qui est structurante d'une démarche de réforme et qui est parfois insuffisamment traduite. Il faut savoir, une politique tarifaire, bien entendu, n'est jamais neutre. Elle traduit des choix collectifs et des arbitrages qui dépassent d'ailleurs le seul cadre des considérations financières. Et dans ces questions, justement, à se poser, la collectivité ou la personne publique pourra se demander, on en parlait beaucoup tout à l'heure, jusqu'où souhaitons faire contribuer l'usager au financement du service? Quel public souhaitons accompagner en priorité? Est-ce qu'on cherche avant tout l'accessibilité sociale, l'augmentation de la fréquentation, des consommations, ou inversement d'ailleurs, la maîtrise de la dépense publique, ou un équilibre entre plusieurs de ces objectifs? Ces questions, elles sont vraiment importantes parce que justement, elles vont conditionner directement les solutions qui pourront être retenues dans notre stratégie tarifaire. Le schéma qu'on a mis en bas de la slide, justement, il a vocation à illustrer cette logique, et bien inscrire le fait que toute politique tarifaire se situe en quelque sorte à l'intersection des 4 dimensions qui sont présentées ici. Le coût du service, qui est une réalité économique incontournable, l'usager, qui est la personne qui bénéficie du service et qui peut être appelée à en financer une partie plus ou moins importante, le contribuable, qui intervient justement lorsque la collectivité décide de socialiser une partie du coût, et enfin, bien entendu, les objectifs poursuivis par la personne publique, qu'ils soient sociaux, environnementaux, éducatifs, ou encore liés plus généralement à l'attractivité du territoire. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de chercher une solution universelle ou un tarif idéal, mais bien de construire un équilibre cohérent avec les priorités du territoire et les moyens que la collectivité souhaite mobiliser. Alors, quand on rentre ensuite dans le détail, évidemment, on va y aller pas à pas. La première question, ça va être, connaît-on réellement le coût du service? Une fois qu'on a clarifié ces objectifs. Ça peut paraître évident, mais on se rend compte que c'est souvent l'un des principaux angles morts des réflexions tarifaires, et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné la Cour des comptes dans son rapport publié au mois d'avril. Voilà. Donc, quand on parle coût du service, il ne s'agit pas seulement des dépenses directement visibles ou imputées au budget concerné. Il faut vraiment raisonner en complet. Les charges d'exploitation, bien sûr, mais aussi toutes les fonctions support à leur quote-part mobilisées sur le service, les moyens mutualisés, les coûts d'investissement, voire
voire et jusqu'au coût lié à un délégataire ou à un prestataire lorsque le service est externalisé. Cette vision, en fait, elle est vraiment indispensable parce que le niveau des tarifs ne peut pas être analysé indépendamment du coût qu'il contribue à financer, quoi. Voilà. La deuxième question consiste à mesurer le niveau de couverture des coûts par les recettes tarifaires. Selon les services, les situations peuvent être très différentes. On a certains services qui sont très largement financés par l'usager, d'autres reposent principalement sur une contribution du budget général, voire sur l'impôt, comme on l'a vu sur le graphique de la Cour des comptes présenté en introduction du webinaire, quoi. Voilà. Donc il ne s'agit pas de dire qu'un modèle est préférable à un autre, mais simplement déjà de comprendre les équilibres existants avant d'envisager toute évolution. Ensuite, l'analyse, elle doit également intégrer le cadre juridique. En matière de redevances pour services rendus, les recettes perçues doivent rester en lien avec le coût du service. Ça aussi, on l'évoquait, je crois, sur la première slide aujourd'hui. Et c'est un point qui est structurant dans la réflexion. Et enfin, derrière un sujet qui peut paraître très technique, se cache en fait une question qui est beaucoup plus stratégique, et je crois qu'on l'a déjà beaucoup évoqué, c'est quelle part du coup souhaitons réellement faire supporter à l'usager et quelle part du coup souhaitons financer collectivement. D'ailleurs, c'est précisément là encore ce que précisait la Cour des comptes dans son rapport. Elle rappelle en fait l'importance pour une collectivité de disposer d'une connaissance consolidée, objectivée du coût du service, du coût complet, afin d'éclairer les choix tarifaires. L'autre question à se poser dans le cadre du diagnostic, c'est est-ce que les règles actuelles, elles sont cohérentes et lisibles? Alors, on peut les décliner, cette grande question, en plusieurs sous-questions, mais est-ce qu'on a une base de facturation qui est claire? C'est-à-dire que est-ce que l'usager comprend, enfin sait ce qu'il paye? Est-ce qu'il paye une entrée? Est-ce qu'il paye un forfait, si je prends alors, mon domaine, le périscolaire, mais est-ce qu'il va payer l'accueil périscolaire du soir dans son entièreté ou il va payer à l'heure de garde? Est-ce qu'on va payer par mètre cube, par jour, par abonnement? Il faut que ce soit clair. Est-ce que le mode de calcul, lorsqu'il y en a un, est facile à appliquer? Est-ce qu'on a des tarifs qui sont cohérents entre eux? Quand on a un tarif, typiquement celui qui est illustré là, on a un tarif à l'unité et puis après on a un tarif 5 voyages, 10 voyages. On peut avoir des forfaits avec généralement une forme de dégressivité entre eux. Il faut que ça reste tout de même cohérent. Et puis lorsqu'on a une tarification en fonction de tranches, alors tant tranches en fonction des revenus ou en fonction des unités d'œuvre entre guillemets consommées, est-ce que ces tranches sont cohérentes et le passage de l'un à l'autre est maîtrisé, compréhensif? Et puis enfin, compréhensible, pardon. Et enfin, alors question qui semble aller de soi, mais est-ce que la règle la règle de calcul qui est dans la délibération correspond vraiment à ce qui est facturé? Il n'est pas rare que l'on observe parfois des divergences entre le fonctionnement des services, la facturation qui est réellement opérée par les services, par le logiciel, et ce qui se trouve initialement dans la délibération, qui remonte parfois à des années, et puis petit à petit, ça a un petit peu dérivé. Et à droite, donc, on a un exemple, pardon, Adrien, c'était un exemple de grille tarifaire pour un réseau de transport urbain qui paraissait assez clair. Chaque usager peut se retrouver en sachant ce qu'il va payer en fonction d'un ticket unique, un abonnement mensuel, où je me trouve si je suis senior, si je suis plutôt écolier ou collégien. L'autre question dans le cadre aussi donc, de savoir qui finalement finance le service, connaître un petit peu plus précisément les typologies de public. Est-ce qu'on a un service finalement utilisé par des ménages, plutôt par des enfants, des personnes âgées, ou au contraire plutôt par des entreprises, des associations? Il est intéressant aussi pour certains services de mesurer l'intensité d'usage et de pouvoir savoir finalement est-ce que des gros utilisateurs contribuent davantage que des petits utilisateurs,
Ou est-ce que certains payent peu alors qu'ils mobilisent fortement le service, ou inversement, est-ce qu'on paye beaucoup pour un usage limité, et est-ce que derrière, ça reflète bien la volonté politique derrière de tarification du service? Et puis, est-ce que, si on reprend un peu le spectre de l'équité, est-ce que le tarif représente un effort significatif pour certains foyers? Est-ce qu'on veut le maintenir ainsi? Et puis, il est intéressant aussi d'identifier parfois des bénéficiaires indirects d'une tarification, qui peut aussi bénéficier à d'autres acteurs finalement que l'usager facturé. Je pense notamment à des entreprises locales, des employeurs, parfois des touristes aussi. Là, on vous a mis en dessous un exemple d'un diagnostic qu'on a pu réaliser donc, dans le cadre d'un service de restauration scolaire pour une commune, où l'idée était d'avoir 5 profils un petit peu de familles et d'identifier quel tarif elles payaient. Donc, on a un tarif plancher à 45 centimes, un tarif plafond à 4,54 €. Et en faisant ce diagnostic, on se rend compte qu'en fait, il y a la moitié des familles qui payent le tarif plafond. C'est-à-dire que les familles au revenu médian dans cette commune, avec 2 enfants et biparentales, payaient déjà le tarif plafond. Ça pouvait être un choix politique, mais c'est intéressant de prendre du recul et de se dire, est-ce que le choix politique est de faire payer la moitié des familles au tarif maximum, ou est-ce que on ajuste le taux d'effort pour qu'il y ait un petit peu plus qu'il y ait moins d'effet de seuil direct au niveau du revenu médian, mais donc je vais perdre des recettes, ou est-ce que j'augmente le tarif plafond pour que les familles qui gagnent le plus payent plus, avec ce sujet forcément de l'acceptabilité derrière. Donc, dans le cadre de la réflexion, une étape qui est toujours aussi très intéressante, c'est celle de se situer par rapport aux autres. Donc, en faisant du benchmark, en fait, l'idée, c'est de pouvoir se positionner par rapport à des collectivités similaires ou voisines, et voir le cas échéant par rapport à l'offre privée quand elle existe, selon le secteur concerné. Donc, ça peut être des comparaisons à l'échelle locale sur certains secteurs. On pense par exemple au centre aquatique. Il y a une notion entre guillemets de zone de chalandise de l'équipement, et donc on peut avoir des équipements en concurrence. Et donc, il y a, au-delà de savoir qu'est-ce qui nous semble juste de faire payer aux usagers, il y a la notion de si on veut que les usagers continuent à fréquenter l'équipement, il ne faut pas que le tarif soit prohibitif par rapport à ce que font les voisins. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est à l'échelle nationale, donc de pouvoir avoir des référentiels de coûts et de tarifs par rapport à des collectivités de taille similaire. C'est toujours intéressant de pouvoir se placer par rapport à ça, et ça peut permettre soit de conforter et de défendre ses choix tarifaires, ou alors d'ajuster sa stratégie. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que de bénéficier de retours d'expérience de collectivités qui ont procédé à des tests ou des expérimentations au cours des dernières années. Il y a beaucoup de collectivités qui ont expérimenté, notamment sur des questions de tarification sociale dans le domaine de l'eau. En fait, l'avantage de récupérer ces retours d'expérience, ça peut permettre quand on se lance, d'avoir déjà bien en tête les écueils, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été problématiques chez les autres, et donc de pouvoir, dans la mesure du possible, les éviter. Attention, malgré tout, quand on compare, il y a souvent quand même de fortes disparités. Donc parfois, si le tarif n'a vraiment rien à voir, c'est aussi peut-être parce que le service qui est rendu n'est pas du tout le même. La taille de la collectivité joue aussi. Je vais prendre l'exemple de l'eau, par exemple. On sait bien que structurellement, les services en zone rurale, en fait, vous avez une densité d'usagers qui est faible, et donc structurellement, on a tendance à avoir des coûts par usager qui sont plus élevés qu'une zone urbaine où on a une concentration d'usagers importante.
Ça dépend également de la qualité des équipements. Et puis après, on a aussi parlé là depuis le début. En fait, la question des tarifs, c'est aussi une question de grille tarifaire. Donc, selon les choix qu'on fait, quel est le montant de part fixe, de part variable, combien on a de tarifs réduits. Enfin, en fait, tout ça fait que quand on compare, faut déjà être bien sûr de comparer des choses comparables ou en tout cas d'avoir en tête les biais. Donc, les deux exemples qui sont affichés, c'est des comparaisons de tarifs concernant des piscines en haut. Et puis, le deuxième exemple, c'est sur des sujets cimetières. Là, c'était le cas une métropole, donc au sein de laquelle vous avez à la fois, donc sur le même territoire, des cimetières communaux et des cimetières métropolitains. Voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir se positionner, voir quels sont les tarifs proposés par chaque collectivité. Et ce qu'il y a, même si c'est pas la même collectivité compétente, il y a quand même une question à se poser d'une forme de cohérence en fait par rapport au service qui peut être rendu puisqu'on est sur un territoire identique. Merci Magali. Voilà, et donc une fois l'ensemble de ces éléments de diagnostic posés, bah, évidemment après l'idée c'est de passer à la décision et c'est là que les outils de simulation peuvent s'avérer très pertinents et très utiles. Donc on vous a mis sur la droite, enfin on ne commentera pas ni les chiffres ni, ni ce qu'il y a dedans, mais c'est plus en termes de visuel de ce que peuvent proposer ce type d'outils, de jouer à la fois sur des paramètres d'entrée et puis d'avoir des visuels de sortie assez éclairants. Donc comme tout outil de simulation, évidemment, il faut rentrer un certain nombre de paramètres d'entrée liés à la structure et à l'évolution tarifaire, hein, que ce soit les niveaux de tarifs, si on définit des tarifs planchers, plafonds, des évolutions, un tarif unique, des tranches, des abonnements, etc. Jouer là-dessus et puis justement étudier les conséquences. Donc, ce qui est important aussi d'avoir en tête, ça va être dans la façon de développer ces outils aussi, c'est une notion qu'on a commencé un petit peu à toucher du doigt tout à l'heure, ça va être la notion d'élasticité. Donc élasticité, ça va être l'impact justement sur la fréquentation du service, sur les volumes consommés d'une évolution tarifaire, comment vont se comporter les usages par rapport à l'utilisation du service si j'augmente de X% les tarifs. Donc voilà, donc tous ces outils, justement, ils ont pour vocation de faciliter le dialogue, hein, pour vous, entre personnes, entre les services, entre les personnes responsables, les élus, et sortir un petit peu, prendre de la hauteur par rapport à un débat parfois très, très théorique et d'objectiver vraiment les effets des différentes options envisagées, quoi. Ces outils, très souvent, ils sont développés sur mesure et ils peuvent couvrir des thématiques très diverses, hein, que ce soit la restauration scolaire, les équipements culturels sportifs, la mobilité, les services périscolaires, le stationnement, les déchets, l'eau, assainissement, enfin vraiment l'ensemble du spectre d'action de la personne publique, quoi. Voilà. L'objectif, c'est toujours le même, c'est avoir des outils simples à prendre en main, visuels, permettant de faire varier les principaux paramètres et de mesurer immédiatement les conséquences des choix tarifaires pour aider à la décision. Oui, alors c'était une des remarques de la Cour des comptes, en fait, qui finalement indique que malgré les enjeux, bon, on en parle depuis le début du webinaire, mais on est sur des enjeux très importants, et malgré tout, en fait, les tarifs font l'objet d'une attention assez inégale d'une collectivité à l'autre. Voilà, c'était le constat qu'a fait la Cour des comptes. Et l'idée ici était donc de dire, voilà, on va s'engager dans une réflexion pour faire évoluer la stratégie tarifaire, on va mettre de l'énergie, cadrer l'ensemble, définir ses objectifs, faire la mise en œuvre.
en fait, là, la question, c'est de dire, faut aussi, une fois que tout ça est mis en œuvre, se dire qu'on n'est pas arrivé et qu'il y a un point important qui est de pouvoir suivre, en fait, sur le temps long, quels sont les impacts des modifications qu'on a apportées. Donc, est-ce que effectivement les impacts sont conformes à ce qu'on avait imaginé? Est-ce que finalement on a des effets de bord qu'on n'avait pas anticipés? Donc, ça peut être l'impact sur le montant de facture des différentes catégories d'usagers, sur les habitudes d'utilisation du service. Est-ce que les évolutions ont un impact fort sur l'utilisation du service? Est-ce que c'est ce qu'on souhaitait? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont plutôt contre-productives? Est-ce qu'on a un impact sur le taux d'impayé et sur les recettes du service? Et dans le cadre de ces questions-là, il y a effectivement aussi la question centrale de l'indexation ou non des tarifs, puisque notamment depuis la sortie de la crise Covid, on est quand même sur des niveaux d'inflation qui sont élevés. Et en fait, si on n'a pas mis en place de mécanismes d'indexation, on se retrouve quand même très rapidement en décrochage en fait entre l'évolution des coûts du service d'une part et puis l'évolution des recettes en face. Alors, j'ai vu qu'on avait pris un tout petit peu de retard, donc je vais aller peut-être rapidement sur les recommandations, en tout cas pour construire sa stratégie tarifaire. Donc, ce sont des choses qu'on a évoquées, qui sont très générales. Une stratégie tarifaire, vous l'avez bien compris, ça se travaille en fonction des services, des usagers, mais avec les services des collectivités et avec les élus. Tout d'abord, pour définir les objectifs de la politique tarifaire, puisque en fonction des objectifs, les scénarios et les conclusions et ce qui va être mis en place vont être très différents. Nous, en tout cas, on recommande de mobiliser des ateliers avec les usagers, des ateliers avec les élus pour pouvoir prendre des décisions totalement, éclairées au niveau des élus. Bien définir le périmètre de réflexion, comme l'a dit Marjorie tout à l'heure. Faire une politique tarifaire uniquement pour la jeunesse, c'est totalement différent de faire une politique tarifaire pour l'ensemble des services publics qui vont de la jeunesse jusqu'au troisième âge. Donc, l'identification des services, des usagers, des usages, et avoir vraiment une vision globale. Je crois que vous entendez un petit peu mon voisin, pardon, il parle beaucoup. Il y a un gros travail également à faire sur vraiment la construction du diagnostic qui doit être robuste. Je ne vais pas revenir sur toutes les étapes qui vous ont été présentées, mais connaître les coûts, ça paraît bête, mais c'est vraiment la base. Travail sur les recettes, les usages, le public bénéficiaire, ça se traduit vraiment par toutes les analyses qui ont été présentées tout à l'heure. Une étape très importante dans la définition de stratégie tarifaire, ça va être de tester des scénarios, parce qu'on peut avoir dès le démarrage, en fonction des objectifs, des idées préconçues avec un certain nombre de scénarios. On se dit, bon, on va tester ça, ça, ça. Il faut rester assez souple. Voilà, je pense que dans toutes les études de tarifaire qui sont réalisées, il y a des scénarios qui vont venir au fur et à mesure, parce que lorsqu'on commence, on n'a pas forcément un diagnostic 100% réalisé, donc il faut pouvoir être souple et pouvoir s'adapter et tester beaucoup de solutions totalement différentes là-dessus. Et après, alors, je vais paraphraser les buts de la Cour des comptes, mais en effet, mettre en œuvre et piloter dans la durée sa stratégie tarifaire, c'est quelque chose qui est très important pour éviter d'avoir des dérives par rapport à ce qui était conçu au démarrage. Alors, après les dernières diapos, ce sont les questions essentielles pour piloter durablement la stratégie tarifaire. C'est quel financement, quel niveau de financement on souhaite faire porter à l'usager, encore une fois, dans cet équilibre, en fonction, notamment pour tout ce qui va être les services à la population non totalement financés par la tarification. C'est qu'est-ce qui est financé par le contribuable, qu'est-ce qui est financé par l'usager. Les objectifs, équité sociale, attractivité, fréquentation, les équilibres financiers, la transition écologique, la tarification sociale. Bref, quels sont les objectifs principaux? Et quelle que soit encore une fois la couleur politique, on peut avoir des objectifs qui sont très différents d'un territoire à un autre. Bon, les tarifs actuels sont-ils cohérents avec les usages et les coûts et les publics concernés?
Marjorie montrait que parfois la tarification maximale s'applique à plus de la moitié des usagers. Est-ce que c'est réellement ce qu'on souhaite faire? Ou est-ce qu'on a une adaptation là-dessus? Le financement, Pierre était intervenu tout à l'heure sur les difficultés financières des collectivités, en tout cas l'impact des réformes fiscales là-dessus. Donc il faut vraiment que les stratégies tarifaires répondent aux équilibres financiers du service et son organisation. Et ensuite, est-ce que la stratégie tarifaire est lisible, soutenable et réinterrogée dans la durée, puisque derrière, on va avoir un grand nombre d'usagers qui vont être impactés et qui vont devoir, dans la durée, payer cette tarification. Voilà, voilà, la conclusion, une politique tarifaire reposant tout sur des arbitrages assumés. Ça traduit des choix politiques de chaque territoire, mais surtout impacter l'ensemble des usagers, des contribuables, va pouvoir réinterroger le niveau de service et doit permettre une soutenabilité financière du service. Merci à tous et bon après-midi.